Ouh, cette petite musique m'anime, les amis, alors que je vois déjà un truc catastrophique sur ce plateau. On est mardi, c'est l'heure de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. On s'est régalé cette semaine parce que Florent Sénéchal a gagné sur le Samin, Julien Alaphilippe a gagné l'Estrade Bianche et sur Paris-Nice, ça souffle fort, il y a des bordures et on se régale. Aujourd'hui sur ce plateau, il y a un fou, voilà, à ma gauche, Paul Harrer est donc très heureux, a l'air totalement débile et après tu te crois crédible. Du coup, comment vas-tu mon cher Paul? Ça va, Tu les gars fais peur. Ouais, ça va. Bah écoutez, je cherchais une casquette nouvelle, un peu originale à mettre aujourd'hui. J'ai trouvé ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on peut commencer l'émission comme Non ça. mais si, garde-le, t'es beau avec. Ok, très bien. Voilà. Comme toujours. Moi, ça me va. T'aimes les Ça me- couvre-chefs. Non, en vrai, je vais l'enlever parce qu'il est pas à ma taille en plus. Ça Et se règle ça, Et Paul. ça ne me ressemble pas. Comment vas-tu, Paul? Ça va très bien. Et La toi, forme Joseph? Bah Et écoute, vous-même, moi ça d'ailleurs va, ça va. En Ouais, forme ouais. ou pas? Ouais. Tu Franchement, j'ai termines fait un beau week-end de vélo, donc je suis content. Et un beau week-end de rugby? Un beau week-end de rugby aussi. Robin, comment vas-tu? Super, très bien. Tu as regardé les petites courses ce J'ai week-end? regardé ça. Et je suis heureux pour toi, comme dit Paul, parce que bon, ça te met un peu de baume au cœur, j'imagine, de voir les Français gagner au vélo, au moins. Bah oui, c'est ça, exactement. Parce que j'avoue que l'émission rugby le lundi devient un peu Arsenal TV. C'est un gars qui nous a dit ça dans les commentaires. J'avoue que toi qui es fan d'Arsenal, tu pourrais venir avec nous. Je vois. Ça existe cette vraiment, émission. Arsenal TV? Oui, ça Bah, existe. bien sûr. Et ça crache en permanence sur tout ce qui se passe. Bon, on revient au vélo, les amis. Et comme je le disais, ce week-end a été et cette semaine a été riche en actu. On en parle tout de suite dans les news. On va commencer par la course qui a lieu en ce moment, Paris-Nice, qui a commencé ce week-end, avec 2 victoires pour commencer pour Dylan Groenewegen dans les 2 premières étapes. Déjà, parlons de Dylan Groenewegen qui commence à prendre de l'ampleur et de l'épaisseur, Paul, dans ce peloton de sprinters notamment. Non, mais c'est clair, on en parlait, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux ce week-end, suite à ces victoires. Quelle place, en fait, Groenewegen a aujourd'hui dans la hiérarchie des sprinters? En fait, c'est le petit débat qui nous a animé même avec Robin en début d'émission. Pour le coup, sur ce Paris-Nice, et à l'image aussi du Tour d'Algarve en début de saison, il est sans concurrence réelle. Après, est-ce qu'il est meilleur qu'un Gaviria ou qu'un Viviani? Je pense que c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur ce Paris-Nice, il est sans concurrence et c'est limite pas étonnant de le revoir performer à ce niveau-là. Même si l'étape d'hier, où il a quand même dans un petit groupe, où il était très important d'être bien placé tout au long de l'étape, il m'a vraiment impressionné. Voilà, rien à dire sur ce début de Paris-Nice. C'est le meilleur au sprint et il l'a prouvé. Et comme tu dis, on le présente parfois comme un pur sprinter qui profite d'un gros collectif pour gagner. Hier, on le voit sur l'étape où ça bordure dans tous les sens. Il est tout seul, il se débrouille tout seul et il va... Il n'est pas totalement tout seul parce que dans le dernier groupe, tu as quand même 4 Jumbo-Visma. Bon, tu as George Bennett, Oui, certes, mais- qui est aidé par un équipier, mais la Mike Tennyson notamment, qui Tout à fait, l'aide mais sur la fin de parcours. sur le dernier Sur le groupe, dernier kilomètre. Sur les voilà, où 5 ils sont derniers 7, kilomètres, ouais. c'est ça, voilà. Il faut, je veux dire, il y a plusieurs Jumbo-Visma, mais c'est lui qui réussit à aller dans le bon coup qui est en train de partir. Et ensuite, il se débrouille pour amener son sprint. Il a un mec comme Matteo Trentin qui, par exemple, lui, sait très bien se débrouiller tout seul, sprinte bien après une étape galère comme ça où il y a eu beaucoup de vent. Moi, je me suis dit avant le sprint, celle-là, elle est pour Trentin. Et finalement, Groenewegen, il avait encore du jus, il a su se placer, il a su se débrouiller tout seul et il va gagner son étape. En plus, il n'y a pas vraiment de débat dans le sprint, il le gagne assez tranquillement. Ouais, Donc, Ivan Cortina, Ça il a revient un vraiment- petit peu il a sur la vraiment fin, mais emmerdé. il a l'air serein, il lève la main avant même d'avoir passé la ligne, il me semble. Donc je l'ai trouvé très très fort. Et tu dis sa place dans le sprint mondial, pour moi, on peut considérer qu'il est numéro 1. C'est pas scandaleux de le penser. Et sur le Tour de France l'année dernière, il gagne 2 étapes, comme Gaviria. On parle souvent de ces deux-là, on parle souvent de Gaviria comme la référence. Ça ouvre le débat en tout cas. Après, chacun pense ce Et qu'il puis, veut, ouais, mais pour finir sur Groenewegen, c'est une facette qu'on connaissait pas, de le voir pouvoir se débrouiller tout seul comme ça sur des profils type course d'un jour. Ça peut peut-être lui donner des idées pour la suite de la saison, Mais sur un Grand VV Game ou Déjà sur l'année des courses dernière, comme ça, quoi. il avait ce genre d'objectif sur les semi classiques un peu pour sprinter, voire sur certaines flandriennes. Il nous en avait parlé en interview sur la chronique du vélo. Ça n'avait pas complètement fonctionné l'année dernière, mais je pense qu'il va retenter sa chance sur certaines courses. eh ben, on en parlera, les gars, de Dylan Groenewegen. On aura tout le temps et le loisir d'en reparler. Cette deuxième étape, du coup, qui passait en gros dans l'Essonne et dans le Loiret, qui a fini à 51 km/h de moyenne. C'est un chiffre monstrueux sur 163 bornes. Romain Bardet parlait d'une de ces 3 journées les plus dures sur un vélo. En plus, il y a eu de la casse. Et il y a notamment eu la blessure de Warren Barguil qui s'est rompu, double fracture d'une cervicale. Voilà, bon là, on est clairement sur de la malchance et aussi un coup
extrêmement dur pour Arkea parce que on le rappelle, les deux dernières invitations, les 3 dernières, mais Direct Energy semble avoir pris de l'avance, sont données par rapport à ce Paris-Nice là. Donc pour Ryan Barguil, c'est catastrophique là, cette blessure là. C'est catastrophique parce que c'est un coureur qui est en recherche de confiance. C'est un coureur qui avait l'air d'avoir de bonnes jambes. On l'a vu notamment bien replacer André Greipel sur les 2 derniers jours. Mais voilà, ce genre de chute, c'est aussi l'image d'un coureur qui est, comme je l'ai dit, pas en confiance et qui du coup peut-être doute sur un vélo et se fait prendre sur ce genre de chute. Tu l'as dit aussi pour Arkea Samsic, et ça et le fait que Greipel n'ait pas pu peser dans le final alors qu'il était dans le bon groupe et que lui aussi, à l'image de certains autres sprinters dont on parlera plus tard, n'a pas pu disputer ses chances à l'arrivée. C'est un énorme coup dur déjà pour Ryan Barguil et on lui souhaite une recovery assez rapide et pour aussi Arkea qui commence à perdre de gros points pour la course au Tour de France. C'est triste pour un tel sponsor qui ramène autant d'argent et qui au final n'a même pas la possibilité de s'exprimer. C'est ça, moi ça m'a fait de la peine surtout pour Ryan Barguil en premier lieu parce qu'en plus quand on a appris le diagnostic, donc qui pour l'instant n'est pas complet, mais quand on apprend qu'il est touché au cervical, même sans être médecin, ça paraît lui a sérieux. dit qu'il n'avait même plus mal alors qu'il était, mais que voilà, il allait avoir énormément de temps pour revenir. C'est ça, mais ça sur le moment quand Arkea a annoncé le diagnostic, blessure au cervical, ça fait peur. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que sur le plan sportif, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'équipe. Et alors toi, tu parles d'un coureur pas en confiance, c'est vrai que ça peut jouer dans une chute. Là, je pense vraiment qu'il y a aussi une part de malchance malheureusement. Et il revenait pas si mal. Il avait fait 3e de la Drôme Classique il y a une dizaine de jours. Donc finalement, il n'était pas non plus en train de faire le même début de saison qu'il y a un an, où pour le coup, il était vraiment transparent. Je pense qu'il était capable de faire quelque chose sur le dernier week-end de Paris-Nice, malheureusement. Cette étape, en tout cas, elle a fait très mal parce que déjà, il y a Ryan Barguil, mais il y a aussi Rigoberto Urán qui a chuté. Si vous voulez aller voir sa chute, elle est dispo sur notre Twitter. Voilà, elle a fait mal aussi à des favoris parce qu'ils ont perdu énormément de temps. Des Lopez qui ont perdu 6 minutes, Chavez qui ont perdu 7 minutes. Voilà, on a eu de l'écrémage sérieux sur les favoris. Là, vous voyez qui, du coup, pour gagner ce Paris-Nice? Bardet a été très bien protégé, par exemple, par les AG2R. Ouais, mais Bardet, il y a 25 km de contre-la-montre, donc on peut forcément déjà dire qu'il ne gagnera pas ce Paris-Nice. Par contre, on le voit derrière nous, Egan Bernal, qui est impressionnant depuis 2 jours, que ce soit pour se mettre à la planche pour ses coéquipiers, que ce soit pour rester toujours très bien placé. Il est quoi? Je crois qu'il est 2e au général ou 3e. Il me semble que c'est Kwiatkowski 2, donc il doit être au jeu des bonifications. Il est dans le très bon wagon. Lui, on sait qu'il peut rouler. Il est champion de Colombie du contre-la-montre, ou il l'était en tout cas. Je ne sais pas s'il l'est encore cette année. Il peut rouler, notamment sur un contre-la-montre assez court. Et puis après, voilà, sur la montagne. La seule montagne, c'est le col de Turini. Ouais. Et le col du Turini, beaucoup en parlent comme d'une horrible montée, mais c'est une montée pour les rouleurs. Pour les rouleurs et qui correspond parfaitement à la Sky, en fait. Une montée longue et pas très pentue. Et Bernal a ses qualités de rouleur pour profiter de cette montée. En fait, pour Bernal, pour moi, le risque, mais même Kwiatkowski peut très bien faire quelque chose. Kwiatkowski ou Bernal ne sera peut-être pas les vainqueurs au Turini, mais ils ont déjà tellement d'avance sur des Lopez, sur des Yates. Bernal peut gagner. Bernal peut gagner au Turini. Et même sur des en plus, Bernal peut gagner au Turini. Mais j'imagine mal la victoire échapper à l'un des deux, surtout après le doublé contre-la-montre et col du Turini. Pour moi, ils peuvent même faire justement 1 et 2 parce qu'ils sont clairement impressionnants. Voir Kwiatkowski dans ses coups de bordure, c'est finalement assez logique. On sait qu'il est capable de ça. Il est allé chercher des bonifs et tout. C'est ça. Mais voir Bernal là-dedans, c'est finalement pas du tout son terrain, avec des Trentin, des Kwiatkowski, des Groenewegen qui sont là pour jouer l'étape, j'étais assez impressionné et franchement, fasciné par ce qu'il est en train de faire à son âge, d'avoir déjà cette science tactique. Alors, il profite d'un collectif Sky qui est très fort, mais moi je suis vraiment subjugué par ce qu'il est en train de faire. Et le seul risque pour lui, finalement, ça va être l'étape de dimanche, avec ces montées, ces descentes un peu dans tous les sens, qui là, elle est un peu moins prévisible que celle de samedi. En tout cas, lui, il se régale, il le dit. Perso, moi, on me dit tu vas à gauche, je vais à gauche. Lucro me dit je vais à droite, je vais à droite. Enfin, c'est sûr, il sait ce qu'on lui demande et il se régale. En tout cas, hier, une arrivée à 7, il y a 3 Sky dans le groupe. Enfin, Lucro lâche un peu à la fin, mais sur les 5 derniers kilomètres, il y a 7 coureurs qui font la course et il y a 3 Sky. Il n'y a rien à dire. Dont Bernal, et même dimanche, ils avaient essayé de créer une bordure, que ça n'a pas fonctionné, mais ils essayent tous les jours pour l'instant et ça nous donne une super course. Donc voilà pour Paris-Nice avec ses bordures dans tous les sens qui, on ne le cache pas, nous ont régalé. Deuxième course d'une semaine, cette semaine, ça va être Tirreno Adriatico qui a lieu de mercredi, donc demain, jusqu'à mardi prochain.
Donc ça commence par un contre-la-montre de 19 km, ça finit Par équipe. oui, sur un contre-la-montre de 10 km et entre les deux, il y a des étapes vallonnées de partout. Il y a pas d'étape de montagne par contre, et c'est là qu'on se dit il y a une différence avec Paris-Nice et c'est peut-être pour ça que par exemple Julien Alaphilippe, dont on parlera tout à l'heure, il va. Tout à fait. Il peut y avoir au jeu des bonifications un coup à jouer pour Alaphilippe, qui a le potentiel avec Quick-Step pour faire un bon chrono par équipe, qui lui-même s'est roulé. Et le dernier chrono en plus est assez court, 10 km, donc ça lui correspond. S'il prend des bonifs sur les étapes du milieu finalement de ce Tirreno, il peut très bien placé au général. Après, je pense que malheureusement pour des Pinot, des Nibali qui vont là-bas, des purs grimpeurs, ça va être une semaine intéressante, mais où ils ont quasiment qu'une chance de gagner. Et ça va se jouer sûrement entre les rouleurs. Il y a Dumoulin, Roglic et Geraint Thomas qui sont là-bas. Ouais, ça va être intéressant parce que le profil, il n'y a pas de vraie étape de montagne, comme tu l'as dit, Joseph, mais il y a un profil pour faire des choses, que ce soit pour les coureurs type Alaphilippe ou même des Sagan, etc., des coureurs qui peuvent passer les bosses, mais aussi peut-être pour des grimpeurs, justement, comme Pinot et Nibali que tu cites, des gens qui sont quand même notamment à l'aise dès qu'il y a du dénivelé, quel que soit le dénivelé, on pense au Tour de Lombardie notamment. Ça va être intéressant comme course, ça va être très ouvert, très débridé, mais j'ai quand même peur que ces deux contre-la-montre, que ce soit le contre-la-montre par équipe et le contre-la-montre individuel, soient trop bénéfiques pour des Tom Dumoulin, des Primoz Roglic ou des Geraint Thomas. En tout cas, la start list, en tout cas, on va la découvrir, elle est très riche. Et surtout, il y a des très gros noms. Les gros noms, en gros, qui vont sur le Tour de France sont sur ce Tirreno Adriatico-là. Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Thomas, Carapace, Pinot, Roglic, Wellens, quand on pense à un Roglic, pour le lâcher sur la semaine qu'il va y avoir, moi, je ne vois pas trop où ils vont réussir à lui prendre du temps. Du Tour du Pays Basque l'année dernière, où Alaphilippe avait vraiment tout tenté pour le mettre en difficulté, Roglic est arrivé 2 fois avec lui au sprint sur des parcours vraiment plutôt similaires. Ça va être dur de le manœuvrer. Geraint Thomas, c'est peut-être un peu trop tôt dans la saison, mais ce sera intéressant de voir à quel niveau il est, notamment en contre-la-montre. Et Tom Dumoulin, c'est un peu pareil au final, un peu décevant sur l'UAE Tour. À voir où il en est lui aussi après 2-3 semaines de compétition en plus. Donc voilà pour le Tirreno Adriatico qui va avoir lieu du coup à partir de demain. On va passer à la dernière information, la dernière actualité qui était donc le Samin, cette course en Belgique qui a eu lieu. Cher à Joseph Ruiz. Voilà. Ouais, après elle est chère parce qu'un Français a gagné. Je l'avoue, elle a un truc en plus parce que c'est Sénéchal du coup qui a gagné cette première course avec cette magnifique descente de Binous à l'arrivée. Sacré descente. Mais apparemment c'est de la bière sans alcool, donc j'étais très déçu. Ah, c'est vrai. C'est ce qui se dit. Mais ça demande vérification. Et Terpstra, c'est un habitué. Hein. Il est toujours très content quand il y a de la bière à l'arrivée. Sénéchal a eu du mal à finir la sienne. Hein. Ouais, en tout cas, il n'a pas eu du mal à gagner. Enfin, s'il a eu du mal à gagner cette course, mais une très belle course. Sa première victoire en professionnel, qui le fait passer dans une autre dimension, on peut le dire, Robin. C'est ça, tout à fait. Il courait après depuis pas mal de temps. Les Flandriennes, c'est son. Alors même si cette course-là, tu le faisais remarquer avant l'émission, c'est pas en Flandre, c'est en Wallonie, mais c'est une course quand même un peu avec des pavés. C'est son profil, ça lui correspondait. Je suis content pour lui qu'il ait gagné et je trouve que cette victoire s'inscrit vraiment dans l'esprit et dans le collectif de Quick-Step qui roule sur les classiques depuis 3 semaines, un peu moins de 2 semaines, et qui gagne encore une là. Il y a eu Stiba, il y a eu Jungles, il y a eu Alaphilippe, il y a eu Sénéchal. Tout le monde finalement a des opportunités de gagner chez Quick-Step. Non mais c'est clair, on parlait en début de saison du UAE qui gagnait beaucoup, d'Astana qui gagnait beaucoup. On dit oh là la Quick-Step, est-ce qu'ils vont pas faire une moins bonne saison que d'habitude? Pas du tout, ils ont mis les compteurs tellement à l'heure et tu sens, ça transpire une espèce de confiance dans cette équipe où j'ai l'impression que chaque course auquel ils participent, ils savent qu'ils vont la gagner. Je sais pas, ils disent c'est impossible qu'on perde, on va la gagner. Là, avec Peter Serry et Florent Sénéchal, tu te dis c'est quand même pas les deux meilleurs quick-step du peloton. C'est pas le plus rapide. Mais voilà, c'est des mecs qui ont vachement bien manœuvré dans le final. On le rappelle, Peter Serry qui a attaqué et en fait Terpstra était obligé d'aller le chercher parce que sinon il ne pouvait pas gagner. Et derrière, Sénéchal a contré. Terpstra, Vandenberg, voilà. Sénéchal a très bien joué son coup au sprint, visiblement de ces 6 coureurs d'arrivée. C'est lui qui avait la plus grosse pente de vitesse. Donc voilà, la deux queninck Quick-Step maîtrise son sujet et à mon avis, on n'a pas encore tout vu, loin de là. Et Terpstra a dû comprendre ce que ça faisait de ne pas avoir un maillot bleu. Ouais, tu m'étonnes. Même si, à souligner notamment dans le Samin, l'énorme travail de Damien Godin qui prend un relais fou alors qu'il y a un bon coup qui était en train de partir, qui prenait 20-25 secondes d'avance. Damien Godin s'est mis à la planche, a fait sauter un espèce de peloton de 50 coureurs, il en restait plus que 10 après ça. Terpstra peut le remercier parce que sinon
sinon il n'aurait pas pu jouer la victoire sur cette course. Et vous vous dites, ils sont en train d'oublier les Strade Bianche. Mais non, on n'a pas oublié les Strade Bianche. Ne vous inquiétez pas, on était comme des oufs. Et on en parle tout de suite dans le Focus. Alors cette semaine, on a un peu inversé. Voilà, d'habitude, on fait le focus avec l'article de Chronique du vélo. Là, cette fois, on va le faire avec le débat tout à l'heure. Donc, dans le focus, on parle donc de cette course, les Strade Bianche. Est-ce que c'est le 6e monument? On veut pas tout de suite placer les Strade Bianche en 6e monument. On va juste se poser des questions pour savoir où en est un petit peu cette course. Et est-ce que, selon toi, Paul, cette course qui a été gagnée par Julien Alaphilippe devant Jakob Fuglsang et Wout van Aert a les capacités et les caractéristiques, merci, je cherchais un mot, les caractéristiques pour être un 6e monument, Paul? Moi, je pense, pour clarifier ce que j'ai dit notamment sur Twitter ce week-end, ce n'est pas encore un 6e monument. Je me suis un peu enflammé, j'ai vu une très belle course, j'ai vu la victoire d'un Français après 2-3 ans de très belles cuvées sur cette course. Pour moi, elle a les caractéristiques. Le problème, c'est qu'elle est encore très jeune. Elle date de 2007. Tu ne peux pas être un monument quand tu n'as que 10 années d'existence. C'est impossible quand on sait ce qu'il y a derrière un Liège-Bastogne-Liège, ce qu'il y a derrière un Paris-Roubaix ou un Tour de Lombardie. Mais si tu regardes le reste, il y a tout pour que ce soit un monument. Il y a du spectacle, il y a une vraie ferveur parce que c'est une course italienne et que les Italiens s'en régalent du vélo. Et encore une fois, sur cette course, je le prouve, même si on pourrait reprocher que sur ces chemins de terre, il manque quand même un peu de public. On m'a reproché aussi le fait que cette course fait moins de 200 km, même moins de 250 km. C'est un vrai argument, ça. C'est un argument. Parce que pour moi, c'est vraiment une course à l'ancienne, course de mouvement dès le début, avec quand même sur ces 184 km, 189 km, il me semble, 64 km de chemin de terre. C'est une course de mouvement comme on peut en voir notamment sur des grands tours avec des étapes raccourcies. Ça, pour moi, c'est pas un argument. Oui, mais justement, un monument, ça peut pas être une étape attendez de les gars, grand on lit juste le tableau justement. Est-ce que c'est une course spectaculaire? Tu en parles, les chiffres que tu évoques, Paul. 184 km de course, 11 chemins de terre blanche pour un total de 63 km quand même. Le plus long secteur est de 11 km 5, Robin. Mais c'est une super course, on est d'accord, on a passé un très beau samedi après-midi, mais quand on compare aux autres monuments, parce que pour être considéré comme un 6e monument, il faut avoir des caractéristiques semblables aux 5 premiers. On est bien d'accord là-dessus. Et quand on compare ne serait-ce qu'à Milan-San Remo, qui fait quasiment 300 km, il y a une différence énorme. Alors oui, on pourrait courir Milan-San Remo avec 100 bornes de moins, de toute façon, tout se joue dans le Poggio. Mais non, la partie, bornes de moins, oui, mais la partie du début qui use les organismes, qui quand il y a des conditions climatiques défavorables sont absolument atroces, les 200 premiers bornes à devoir rester concentrés, lâcher le moins d'énergie possible, passer le Turchino, passer ensuite la Cipressa, les Capi, ça joue aussi, même si la course ne se joue pas à ces endroits-là et qu'on n'a pas l'impression que c'est crucial, en vérité, arriver dans le Poggio, si on met tout le monde dans le Poggio, mais les sprints avec 10 bornes dans les pattes, tout le monde passe. Et c'est parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a avant que ça devient une course imprévisible où les sprinteurs ont une chance, où les grimpeurs ont une chance. Et les Strade Bianche, malgré tout l'intérêt qu'on peut lui porter, c'est une super course. La distance sera une caractéristique importante pour qu'elle franchisse un cap et qu'elle devienne une course encore plus spectaculaire, encore plus imprévisible et encore plus, même sans rajouter forcément des chemins de terre. On peut rajouter 50 bornes en Toscane au début de la course. Mais qu'est-ce il que faut ça qu'elle va soit plus changer longue. à part de voir les belles vignes de Toscane? Ça va user les organismes. On ne parle pas d'une course qui fait 60 km comme on a pu le voir sur le Tour de France l'année dernière notamment. On parle d'une course qui en fait presque 200. C'est pas non plus une course au rabais au niveau des kilomètres. Certes, c'est moins qu'un monument, mais je suis pas sûr que... C'est pas une course au rabais, mais 190 bornes, tu le disais, ça peut être une étape de grand tour. Et un monument, ça peut pas être une étape de grand tour. Je sais pas. Pour moi, la caractéristique des kilomètres, c'est une caractéristique propre à tous les monuments. Mais est-ce que les monuments sont ces monuments parce que il y a autant de kilomètres? Franchement, moi, je ne suis pas convaincu. Et quand je vois cette course et quand je vois le spectacle de cette course, l'argument de Robin en disant que ça peut être une étape de grand tour, c'est la réalité parce que ces chemins de terre, c'est notamment sur une étape du Giro qu'on les a découverts et on s'est dit bah tiens, ça peut être une course sympa. Pourquoi on se souvient de cette étape du Giro en 2010? Oui, parce qu'elle était vraiment différente
différente des autres, elle était à dantesque. l'image de la course de l'année dernière. Et c'est aussi ça qui est important dans une course, c'est le spectacle. Si on se pose, je ne sais pas si on l'a fait tous les trois en début de saison, si on s'est posé, si on s'est dit les grands rendez-vous de l'année. Moi, je me souviens dans mon top 5 Oui, on l'avait l'année fait, et dernière, tu avais j'avais mis cité les Strade Bianche comme le véritable lancement de la saison. Ouais, et surtout l'année dernière, quand j'avais fait mon top 5 des meilleurs moments de la saison, j'avais mis les Strade Bianche, et vraiment, c'était le truc qui m'avait vraiment sauté à la gueule dans ce top 5. Et tu les remettras peut-être cette année parce qu'on a eu une course spectaculaire et là-dessus, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, Liège est un monument et ça fait pas mal d'années qu'on s'ennuie à mourir sur Liège-Bastogne-Liège. Donc j'espère que ça changera cette année. Mais c'est pas parce que c'est un monument que c'est forcément passionnant et parce que c'en est pas un que c'est pas au niveau des monuments. Je suis d'accord avec toi, on a pris énormément de plaisir sur les Strade Bianche, peut-être plus que ce qu'on verra sur Liège. Mais ça change pas la hiérarchie. En tout cas, c'est dans les courses les plus intéressantes de la saison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait par exemple écrire un livre sur les Strade Bianche en parlant de son histoire? On peut le faire sur Paris-Roubaix, on peut le faire sur Liège, on peut le faire sur tous les autres. C'est pour ça on que peut je pas dis bien, encore le faire sur les Strade Bianche. je dis bien, ce n'est pas un 6e monument. On est tous les trois d'accord là-dessus. J'essaie de nuancer, j'essaie de me poser la question de savoir si ça peut en devenir une. Et pour moi, il n'y a aucune raison vraiment valable pour que ça n'en devienne pas une. Et il y a de grands noms qui l'ont gagné déjà. Elle a 10 ans cette course. Liège-Bastogne-Liège, elle a presque 100 ans ou 100 ans, j'ai pas la date exacte. Ouais, c'est ça. Liège, Roubaix ont plus de 100 ans. Ils ont tous plus de 100 ans. On n'est pas là, c'est quand même un rapport de force très, très difficile pour les Strade Bianche, mais on est au début d'une histoire. Voilà. Laissons cette course grandir et dans 30, 40 ans, ça m'étonnerait que ce ne soit pas un monument. Et alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse intégrer des monuments dans les 5 qui existent. Regarde l'Amstel, qui est une course qui s'est intégrée dans le calendrier une semaine avant Liège, une semaine après le Tour des Flandres, non, après Paris-Roubaix, pardon, donc qui est finalement à une période de l'année où tout le monde est à fond en train de regarder les classiques. Elle existe depuis plus de 60 ans, non, plus de 50 ans, elle est créée en 66. Il y a eu des moments d'histoire incroyables, il y a les 5 victoires de Jan Raas, il y a la victoire de Zoetmel qui a plus de 40 ans, il y a la victoire d'Hinault. Et pourtant, elle n'est pas considérée comme un monument et on lui reproche toujours son manque d'histoire comparé aux autres monuments, aux 5 monuments, alors qu'elle a malgré tout plus de 50 ans déjà. L'Amstel a une belle histoire, mais le problème, je pense que l'Amstel, c'est plus un problème d'identité. Est-ce que c'est une Flandrienne? Est-ce que c'est une Ardennaise? On change souvent le parcours. Ouais. Je pense que le problème, elle est entre les deux. Et ça, c'est la vraie force des Strade Bianche, d'avoir une identité pure avec un truc que personne n'a. C'est exactement ça. Les chemins de terre, tu ne retrouves ça sur aucune course. C'est cette course de mouvement beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. Tu peux te demander aussi si c'est une Ardennaise ou une Flandrienne. C'est un truc que tu ne retrouves pas sur les autres classiques ou semi-classiques que tu vois en automne. Oui, on est bien en automne. Hein. Non, on est en hiver. Les classiques hivernales qu'on a actuellement, à chaque fois, mais chaque tu peux semaine, aussi te poser la question, est-ce que c'est une Ardennaise ou une Flandrienne? C'est pas un problème. Par exemple, l'Amstel et la classique néerlandaise, ça devrait suffire pour son identité. Alors que les Strade Bianche, sur le calendrier italien, on a déjà 2 monuments, on a déjà San Remo et le Lombardie. Ouais, mais comme je te dis, c'est identité et profil. On passe des monts qu'on passe sur d'autres monuments. T'as l'impression que c'est une course que tu viens de voir, que tu as déjà vue. Après toutes les semi-classiques et les classiques flandriennes, tu te dis merde, encore une classique flandrienne. Ah mais oui, non mais il y a un peu de dénivelé, on peut l'appeler une Ardennaise. Je pense que pour l'Amstel, c'est vraiment ça qui pose un problème. Et moi, le premier, l'Amstel, c'est vraiment pas une des courses que je préfère et pas l'une des courses que je mets en avant dans mon calendrier. Donc voilà pour les Strade Bianche. Dites-nous si selon vous c'est un 6e monument, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui fait que ça peut l'être. En tout cas, il y a quand même des vainqueurs de renom déjà avec depuis que ça s'appelle les Strade Bianche, en gros depuis 2012, Cancellara, Moser, Kwiatkowski, Stybar, Cancellara à nouveau, Stybar à nouveau, Benoît et à la fin. Et il y a même Gilbert en 2011, il me semble. Donc oui, il y a un palmarès, incroyable. Mais j'ai pas la même excitation le matin des Strade Bianche que le matin de San Remo ou du Tour des Flandres. Ah bah ça évidemment, on n'est pas. Non mais moi je ne sais pas. Franchement, dans 40 ans, on refera l'émission et on pourra en discuter. Moi en tout cas, j'ai le même intérêt sportif aujourd'hui pour les Strade Bianche que pour Paris-Roubaix, même si je sais que le vainqueur de Paris-Roubaix sera beaucoup plus prestigieux. Voilà, il manque des gens sur les Strade Bianche. Donc pas Sagan, pas Valverde. Petit à petit, Julien Alaphilippe par exemple a eu du mal à y venir et finalement on lui a dit mais vas-y, tu vas te faire plaisir, il y est allé et il a surkiffé. Et Julien Alaphilippe, les amis, on en parle tout de suite dans le débat.
Julien Alaphilippe qui a donc gagné l'Estrade Bianche pour sa première participation. Et dans un article de Chronique du Vélo, les amis, je ne sais pas si vous y êtes allés cette semaine, allez-y pour lire cet évidemment. article du coup de Robin qui disait encore une, et tu en parles comme d'un épouvantail. Donc la question qu'on va se poser pour ce débat, c'est Julien Alaphilippe peut-il tout gagner cette saison ? C'est ça, on l'a titré encore une parce que désormais, Julien Alaphilippe gagne tout ce qui lui passe sous la main. Il y avait eu la Flèche Wallonne l'année dernière, la Classica San Sebastian, aujourd'hui l'Estrade Bianche, ça fait 3 grandes classiques. On n'est pas encore sur des monuments, mais ça va sûrement venir. On sait qu'il avait mis du temps avant de gagner cette première grande classique. Il a fait beaucoup d'accessites sur la Flèche Wallonne, sur Liège, sur Milan-San Remo. Et ça y est, une fois qu'il a eu enclenché l'année dernière sur la Flèche, depuis on a l'impression que ça déroule. Son Tour de France était dans la même veine et il gagne vraiment énormément. Il me semble qu'on a un tableau qui récapitule un peu son pourcentage de victoires par année. Et c'est impressionnant, il y a quelques années, voilà, on l'a exactement. Merci beaucoup Ben. Il y a quelques années, rien qu'il y a 2 ans, en 2017, 3,45% de victoires, donc 2 victoires en 58 jours de course sur le début de saison là cette année. Alors c'est un petit échantillon encore, mais 28% de victoires, c'est tout simplement énorme ce qu'est en train de faire Julien Alaphilippe. Alors du coup, on se pose cette question avec ce début de saison exceptionnel. Julien Alaphilippe peut-il tout gagner cette saison, Polo ? Non. Non, clairement, moi je vais dire non, et pour une très bonne raison, une raison simple, c'est que la saison elle est longue. Le problème de Julien Alaphilippe, c'est que il vise l'Estrade Bianche, qui est la première vraie grosse course de son programme cette saison. L'Estrade Bianche qui est le 9 mars. Et le problème de Julien Alaphilippe, c'est qu'il vise aussi la victoire dans le Tour de Lombardie, qui est mi-octobre. La saison est longue, on sait qu'il va faire le Tour de France entre-temps, qu'il aura des grands objectifs sur le Tour de France à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il va vouloir tout faire. On voit son calendrier. Très bien joué Ben. Tu vois, là, il va faire le Tirreno, il a commencé donc avec l'Estrade Bianche, il a aussi beaucoup couru en Amérique du Sud en début de saison. Ça va être de tout gagner. Il y a Guimard, donc l'entraîneur de l'équipe de France, qui disait en début de saison, à une interview, on lui demandait qu'est-ce que ça vous fait de voir Julien Alaphilippe gagner sur le Tour de San Luis, par exemple. Et il disait mais ça me fait rien du tout, et presque il était irrité de voir Julien Alaphilippe en forme aussi rapidement, comme si Julien Alaphilippe n'arrivait pas à se contenir. Il a besoin de ça, je pense qu'il a du mal à aller sur des courses pour regarder, pour observer, pour tourner les jambes et retrouver la forme. Quand il va sur une course, c'est qu'il sait qu'il peut gagner des étapes ou gagner la course. Sinon, et je comprends cette philosophie, et pas mal de coureurs l'ont aujourd'hui. Quand on regarde un coureur comme Peter Sagan, c'est à peu près pareil. Il ne va pas sur une course juste pour se rôder. Donc, à part en début de saison, il a emmené les sprints pour Bennett où il était sympa, voilà. Mais si on regarde Alaphilippe, son programme, moi je le trouve pas du tout anormal ou surchargé. Non. Ce serait surchargé si on parlait tout à l'heure du Tour des Flandres avant l'émission, on disait est-ce que Alaphilippe, le Tour des Flandres, s'il commence à rallonger sa campagne de classique jusqu'aux premières Flandriennes, ça deviendrait très chargé. Mais aller jusqu'à l'Amstel, moi ça me paraît tout à fait légitime. Les Valverde, des Nibali ont fait des saisons tout aussi chargées avec une campagne de classique normale et ensuite un grand tour qui est le Tour de France et ensuite un nouveau pic de forme en fin de saison avec notamment le Lombardie dont tu parles. Moi, ça me paraît totalement, ça me paraît totalement logique comme programme, et je pense pas qu'Alaphilippe soit en train de se cramer. Non, moi je suis inquiet dans le sens où le problème de toutes ces courses qu'on voit derrière Joseph, c'est des courses auxquelles il doit gagner, entre guillemets. Je m'explique. Son équipe attend qu'il gagne, les spectateurs attendent qu'il gagne, et lui a du coup cette pression de devoir performer, à l'image d'un Sagan d'ailleurs, et on sait que ça a coûté à Sagan notamment beaucoup de victoires, où il a manqué peut-être un peu de peps pour finir. Je me souviens d'une époque face à Greg Van Avermaet. Il va en gagner, c'est sûr, cette année. J'aimerais bien qu'il accroche un monument, peut-être un Liège-Bastogne-Liège, peut-être même un Milan-San Remo. Moi, j'ai peur quand même qu'au bout d'un moment, s'il fait une grosse début de saison, des grosses classiques, que sur le Tour de France, il manque de jus. Après, peut-être que la pause entre le Tour de France et le Tour de Lombardie, il aura le temps de se reposer. Moi, j'ai peur qu'il arrive cramé au Tour de France ou que justement... son mois de mai, juin et qu'il arrive en forme pour le Tour de France et qu'il manque un peu de coffre et de fraîcheur sur les classiques. Après, ce qui est sûr, c'est que vu son début de saison, il n'en prend pas le chemin. Peut-être qu'il est peut-être trop en forme trop tôt aussi. Par exemple, est-ce que selon vous, quand il dit il veut tout gagner, moi quand quelqu'un me dit
Je veux tout gagner. Un cycliste, quand je l'entends dire ça, je pense tout de suite à un Philippe Gilbert en 2011, par exemple, qui avait fait le triplé sur les Ardennaises, qui derrière avait eu beaucoup plus de difficultés. Mais la référence, quand Julien Alaphilippe me dit les Strade Bianche sont bien plus durs que la Flèche, cela dit, j'aime toutes les courses, Milan-San Remo, Liège, Lombardie, je rêve de toutes les gagner, tout, même le Tour des Flandres. Oui, pourquoi pas un jour. Le Tour des Flandres, cette saison, il n'y participe pas. Pour le moment, d'ailleurs, on ne le sait pas. Mais est-ce que tu penses, toi, Robin, qu'il peut atteindre le niveau d'un Philippe Gilbert en 2011 ? En tout cas, c'est ce vers quoi il doit tendre. S'il me dit qu'il va aller sur les Ardennaises et qu'il veut juste en gagner une, je dis, tu l'as déjà fait l'année dernière, il faut viser plus haut. Et il a les qualités pour gagner à la fois l'Amstel, la Flèche et Liège. Pourquoi ? En plus, on a un Valverde qui est un peu moins flamboyant que les années précédentes, qui était son grand rival, son bourreau des premières saisons. Pourquoi il se Mais est-ce priverait ? qu'il ne l'est pas Pourquoi encore d'ailleurs sur les Ardennaises ? Je sais pas, ce sera toute la question. En tout cas, l'année dernière, il y a quand même eu un changement sur le mur de 8 qui, pour moi, était symptomatique. Et le début de saison Sur de la Valverde Flèche va Wallonne, dans ce sens. Sur la Flèche Wallonne, il sera pour moi, vous pouvez prendre note aujourd'hui, il ne sera pas battu. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en l'état des choses, avec un Valverde très bon encore, mais maintenant un tour en dessous de lui, il sera imbattable sur la Flèche Et Wallonne. parce que la Flèche Wallonne est aussi la course où, de toute façon, le plus fort gagne. Il y a beaucoup moins de tactique et de stratégie de course que sur une course comme Liège ou même l'Amstel. Mais pour moi, évidemment, Alaphilippe doit avoir cet objectif de gagner toutes les courses auxquelles il participe. Mais Quand est-ce c'est que Sagan, d'abord, ça va en c'est sûr. avoir maintenant avant 10. de ça, penser à est-ce qu'il tout peut ? Moi, c'est gagner, ça qui moi en fait, qui je m'inquiète. pense qu'avant de penser à tout gagner, est-ce qu'il ne devrait pas se dire dans sa tête, je dois penser à tout gagner sur les Ardennaises. Déjà, fais un Et triplé il a fait le ensuite tu podium de réfléchis. San Remo. Alors le triplé, s'il l'accomplit, il faudra bien se rendre compte que c'est incroyable. Bah, il y en a S'il que gagne- deux qui l'ont fait, c'est C'est ça, Révéline et et Gilbert. Gilbert. Pour moi, s'il fait le triplé, c'est pas juste, il a atteint son objectif, il aura fait quelque chose L'Amstel, c'est une d'exceptionnel. Ardennaise, du coup. Tout à fait, c'est dans le triptyque ardennais. Et pour moi, si jamais il fait ça, c'est plus que réussi. Il aura tout gagné, comme il voulait. Mais Milan-San Remo, pour moi, il doit y penser tout autant. Il a fait un podium il y a 2 ans. Et moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois la forme qu'il a, s'il attaque dans le Poggio, qui va pouvoir suivre. C'est clair. Donc en Après, gros, vous êtes San d'accord Remo, pour c'est dire quand qu'il même n'y a plus pas, aléatoire. il y a pas de course en trop dans son calendrier. Moi, je trouve pas. Moi, en soi, non. Quand tu vois le calendrier, non. Mais souvenez-vous quand même de l'année dernière où il arrivait au début du Tour de France un peu émoussé. On l'a vu galérer sur le mur de Bretagne, on l'a vu galérer à Quimper aussi dans 2 étapes qui devaient lui convenir. Visiblement, comme vous le voyez sur cette photo, ça l'est mieux ensuite. On l'a vu arriver au championnat du monde émoussé. Il a raté des gros objectifs à lui l'année dernière. Là, il s'en tire bien en gagnant des étapes de montagne sur le Tour de France l'an passé, en partant de loin. Mais ses objectifs, c'était Mur de Bretagne et Quimper, des objectifs qu'il n'a pas remplis, où il a été battu. Le championnat du monde, c'était son Tu pars objectif Sagan principal. aussi, c'est pas à Quimper, Oui. il me semble, c'est pas évident. Mais, évident. mais Mur de Bretagne, c'était vraiment la course pour lui. Et surtout, le championnat du monde qui était son objectif principal de la saison, on va quand même pas se le cacher, où il se rate. C'est ça aussi qui m'inquiète. Et c'est pour ça que je dis, il peut, intrinsèquement, toutes les courses auxquelles il participe cette année, il peut les gagner. Même Tirreno, qui est une course par étape, on a vu le profil tout à l'heure, il peut la gagner. Est-ce qu'il ne va pas arriver émoussé, soit sur le Tour de France ou même après Après, on verra. Bah, en tout cas, Quel est Valverde, son par vrai- exemple, ne si son fait pas vrai- Tirreno. Voilà. Valverde, par Si son exemple, ne vrai fait pas objectif, c'est- Tirreno. Valverde a 38 ans. Ouais. Si son vrai Donc, objectif, c'est c'est de Valverde gagner. qui doit s'adapter. Mais je Et pense, qui- oui, Valverde, il y a quelques années, il faisait soit Paris-Nice, soit Tirreno. Et cette année, il s'adapte, ce que je trouve logique, parce que déjà, on voit que son début de saison est moins prolifique que les années passées. Et surtout, Valverde, aujourd'hui, Tirreno, Paris-Nice, il s'en fiche. Non, Lui, moi ce je qu'il trouve veut, que c'est- ça se défend. Non, mais Si ça son se vrai- défend, mais je te si- pose la question. Pour revenir à la fille, si son vrai objectif c'est de gagner les Ardennaises, faire le triptyque, bien sûr, là, il en prend le chemin. Son pic de forme a l'air d'être optimal. Si c'est pour performer au Tour de France et peut-être plus tard dans la saison, j'attends de voir parce qu'on a quand même, vu est-ce que avec des coups de moins bien l'an passé. Est-ce que c'est vraiment sur le Tour que tu l'attends? Est-ce que moi personnellement, je lui en voudrais pas d'être moins fort sur le Tour de France, de pas refaire un maillot à poids, de pas regagner d'étape. Non, mais toi, oui, mais la Quick Step pour l'image, La les Quick Step, elle ira sur le les Tour avec spectateurs Viviani. français. Après la Quick Step, je ne sais pas s'ils lui mettent la pression ou quoi, mais je ne sais pas si vous avez entendu le fait vert qui commence à dire dans les médias, bah, il me coûte cher, quoi, Julien Alaphilippe, donc je C'est suis pas son sûr de le meilleur coureur, garder. il a le droit de lui coûter cher. Ouais, non, mais ça, au bout d'un moment, le Ouais, fait mais vert, il est mignon. c'est du le fait vert au craché, quoi. C'est en Exactement. gros, il lui met une espèce de mauvaise pression, comme s'il n'est pas sûr de le Ouais, je pense prolonger. qu'il a surtout envie de ne pas passer à la caisse et de ne pas lui donner une augmentation. Il espère qu'Alaphilippe reste au même salaire. Mais Alaphilippe, aujourd'hui, c'est le coureur numéro 1 de la Quick Step pour moi, de la Deceuninck Quick Step, sans comparaison possible. Même un Elia Viviani qui gagne plus, d'accord, qui a gagné énormément l'année dernière. Même un Pour moi, il y a Henrik pas de Mas, débat. par exemple, qui est capable de faire des Oui, podiums tout sur à des grands fait. tours. Le jour où Henrik Mas gagnera un grand tour, il deviendra peut-être la tête d'affiche de Quick Step. Aujourd'hui, le coureur qui peut gagner et San Remo, et Liège, et le Tour de Lombardie, c'est Julien Alaphilippe. Clairement. Donc il peut tout gagner cette saison.
Est-ce qu'il va le faire? Je suis pas convaincu. En tout cas, Non, mais c'est son objectif. ce serait, Comme je ce l'ai dit, serait- toutes les courses auxquelles il participe, il veut Petite et que- il doit les gagner. On Imagine verra s'il s'il gagne va 3 arriver à le faire. monuments, évidemment qu'il y a très peu de chances qu'il gagne ces 3 monuments. Ce serait juste invraisemblable. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait dans une saison, 3 monuments. Donc il y a très peu de chances et je ne dis pas qu'il va gagner les 3. Mais en tout cas, il doit avoir l'objectif de les gagner. Et je pense que la fin de saison, on verra plus tard, on verra comment il s'en sort sur le tour et comment il revient sur cette deuxième partie de saison. Mais là, pour le printemps, moi je suis très optimiste pour lui. En tout cas, la forme est pour qu'il soit performant au printemps. Oui, il a l'air dans une forme flamboyante. On verra Et par il la fait suite. presque flipper Julien Alaphilippe tellement il a l'air en forme et tellement J'irais pas faire une il sortie a avec lui. contrôlé dans cette dernière montée Jacob Fuglsang. Oui, il a l'air Et d'avoir moi, une confiance perso, incroyable. d'ailleurs, pour parler particulièrement d'Estrade Bianche, qu'on l'a pas fait, ça m'a étonné de le voir rester dans la roue de Jacob Fuglsang et même de lui mettre la pression avant. J'ai l'impression Pour qu'il y a Kiro, eu un petit changement dans ses gestions de course en fait. Tout à Bien fait. En sûr. fait, je l'avais noté, j'ai oublié de le dire. Le Et déclic de la tactiquement, flèche Je wallonne. suis là pour ça, pour te lancer. Tactiquement, il a acquis une confiance après sa victoire sur la flèche wallonne qui l'a vraiment débloqué. Maintenant, il sait que quand il arrive au pied d'une bosse de 800 mètres avec un Jacob Fuglsang à la giclette, il sait qu'il est meilleur que lui. Il ne s'inquiète pas, il ne part pas de trop tôt, il ne fait pas l'effort de trop. Comme justement, j'ai cité le Alors mur de qu'il ne connaissait Bretagne. pas en plus. Hein. Comme au mur de Bretagne, on l'a vu faire un peu le cacou en tête de peloton avant de se faire avoir par un Dan Martin notamment. Voilà, c'est un Philippe maître de son sujet, sûr de ses forces et qui à mon avis va être vraiment injouable cette saison. C'est ça. Du moins pour la première partie de saison. On Je crois verra qu'il par la avait suite. besoin de ce déblocage, de gagner sa première grande classique qui a été la Flèche, et que depuis, il a confiance en ses qualités et qu'il est injouable. Et on voit, il a même laissé revenir Van Aert avant le pied de la bosse finale sur l'Estrade Bianche. Il s'est pas du tout inquiété. Et pareil avec Fuglsang dans la montée, il le laisse faire et il le déborde quand il faut. C'était parfait. Mais Van Aert, à un moment, quand il reprend le groupe, qui continue sur son rythme et qui accélère, Philippe regarde un peu Fuglsang, il voit que Fuglsang ne bouge pas, il fait j'y vais, c'est ce petit effort que je C'est dois ça. faire pour pas me faire piéger, mais après je gère ma course parfaitement, c'est exactement Et ça. même le moment où ça part et où il regarde Lampert et où finalement il décide lui d'y aller, c'est tactiquement, c'est géré comme il faut. Il sent le coup, il sait que c'est celui-là qui va partir et qui va Ouais. aller au bout. Et il y va. Bon, je l'avais promis pour terminer ce débat, c'était de féliciter tous ceux qui avaient trouvé dans notre pronostic. On a demandé qui allait gagner les Strade Bianche. Il y en a énormément qui ont trouvé et qui ont osé un peu dire à la Philippe. Il y a Romain Puissieux, Bertrand Guyot, Erwan Mingham. Bon, il y en a d'autres, mais Bravo à Romain qui a écrit sur la chronique. du voilà. Ouais. The Et Erwan Hellboy qui a fait un Gaming. très beau livre Oui. sur les expressions du vélo que j'ai dans mes toilettes. Il y a Snooper Ouais. vélo. Oui, 156. exactement. En forme de cuvette. Oui. On lui rend hommage. Attendez, je finis mon énumération. Snooper 156, Juju 739, Tristan aussi a trouvé. Donc voilà, bravo à tous pour avoir trouvé la Crouste aussi a trouvé Julien Alaphilippe et puis C'était en pas une espérant énorme que. cote, mais moi, Non mais il y j'aurais en a, peut-être pas mis, parce il y a que c'est la eu première- une c'est la première quarantaine de fois qu'il réponses participait. et il y a eu une quarantaine de réponses et il y en a très peu qui bravo à eux, ouais. ont trouvé. Bravo. Donc Humain aussi a trouvé. Voilà. Toutes mes Bravo félicitations. à Humain. On passe aux bonifications les gars. Tout à fait. Allez, les bonifications. On commence par toi, Romain, pour cette petite bonification. Toi, tu veux nous parler médicaments. C'est ça, le tramadol qui est interdit par l'UCI à partir du 1er mars. Enfin. Donc il était temps, comme tu dis Paul, enfin. Et on peut remercier la persévérance de David Lapartien sur ce sujet-là, le président de l'UCI, le président français de l'UCI, parce que l'Agence mondiale antidopage ne voulait pas ajouter le tramadol sur sa liste de produits interdits. Et donc David Lapartien est passé en force, si on peut dire, en mode 49.3, avec, en avançant l'argument sanitaire. Et donc c'est l'UCI qui interdit de son propre fait et sans l'aval de l'AMA, qui interdit le tramadol. Donc finalement Paris-Nice c'est une des premières courses où ça va être recherché. Donc certains coureurs se feront piquer le bout du doigt pour se faire prélever un tout petit peu de sang à la fin des étapes pour vérifier qu'ils n'en aient pas dans le sang, puisqu'environ 5% des coureurs en fait en utilisent. C'est utiliser le tramadol comme un antalgique, donc c'est-à-dire fait moins ressentir la douleur, fait oublier la douleur. Donc déjà c'est de la triche. Et en plus ça aurait des effets. C'est de la triche, en tout cas, dans le milieu. Fini Dans le après, sport, vas-y. quoi. C'est de la Ouais, triche c'est dans le sport si on sent pas qu'on a mal. Et donc le deuxième effet, c'était de baisser la concentration, les réflexes. Et donc ça pouvait être à l'origine de certaines chutes dans le peloton. Donc à une époque où on prône la sécurité des coureurs, c'était une évidence qu'il fallait l'interdire pour essayer de réduire le nombre de chutes. Ouais, je dis ça par rapport. C'est de la triche, mais vu que l'AEMA ne l'a pas interdit totalement, il y a d'autres sports ça. qui font usage et encore du tramadol et il n'y a pas de problème. Donc
c'est de la triche dans le vélo désormais, mais pas dans les autres sports. C'est là où C'est ça. le vélo est encore précurseur là-dessus. Et il y aura les résultats, si un coureur est positif au tramadol, ces résultats du jour seront annulés. Et en cas de récidive, il pourrait être suspendu. Donc voilà. Paul, toi, dans tes bonifs, tu voulais nous parler, un petit pouce vers le bas avec Arnaud Desmar qui t'a un peu énervé. Ouais, fil rouge de ces 2 premières saisons de roue libre, Arnaud Desmar. Alors les défenseurs d'Arnaud Desmar me diront qu'il a gagné 2 très belles étapes sur le Tour de France, qu'il a gagné un monument. Encore une fois, on le voit sur ce Paris-Nice, même une course quand même où il a l'habitude de briller, on le voit pas. Après, il a été malade, il a été grippé. C'est pour ça que je vais pas être trop dur avec lui. Mais quand je vois son sprint lors de la première étape dans la roue de Groenewegen qui n'arrive pas à suivre, je suis quand même un peu embêté. Je le vois hier sur l'étape où il y a eu beaucoup de bordures dans le bon groupe avec 2 coéquipiers à 5-6 km de l'arrivée. Paf, la caméra part sur le peloton derrière. On revient sur les hommes devant. Il n'est plus là, ni aucun de ses coéquipiers. Voilà, il est peut-être pas encore à sa meilleure forme, comme je l'ai dit, il était malade, mais c'est pas du très bon Arnaud Desmar sur ce début de saison, et voilà, je suis pas très étonné de ça. Après Maladie ou pas. il s'est aligné sur 2 courses, le Tour de l'Algarve et Paris-Nice. Il a fait 2 fois deuxième sur le Tour de l'Algarve. Oui. Je comprends ton inquiétude. Après, faudra peut-être un peu attendre. Paul a l'habitude On d'être verra. sévère avec Arnaud Desmar. Bah là, non, mais en fait, quand j'ai Après, choisi c'est ma l'un de nos bonif, meilleurs sprinters, donc Voilà. on en attend beaucoup. Il et faut puis avoir c'est des toujours, attentes, on est c'est d'accord. toujours pareil, on en parlait dans le débat qu'on a fait il y a 3-4 semaines. On a faut une plus émission attendre- effectivement faut sur plus qui est le attendre- meilleur sprinter français, Voilà, si il vous voulez aller le Il ne voir. faut plus attendre de Desmar qu'il soit un top sprinter mondial. Et même sur l'Algarve, on l'a vu, Groenewegen en a fait son petit enfant, comme on dit. Et il a perdu surtout une étape face à Jacobsen. Et l'étape qui est un face peu à Jacobsen qui est un peu plus, décevant. qui fait un peu plus tâche, étape où Groenewegen ne participe pas au sprint. Voilà. Faut voir, mais ça part pas des meilleurs auspices pour Arnaud Desmar, qui, on le rappelle, l'année dernière, avait gagné sur le Paris-Nice. Les Il y a meilleurs 2 ans aussi. Voilà pour l'actu de la semaine et on passe au moment un peu sympa. Un Ça dépend des petit semaines. quiz, les gars. Oui, ça dépend des semaines. ça. Moment sympa, ça dépend des Pour semaines. un seul de vous deux, en fait. Bon, moi, en tout cas, je sais que je vais me régaler. C'est parti pour le quiz. Quel jingle. Comme d'habitude, je vous ai réservé Royal. oui, un nouveau jingle quiz que Paul a fait avec tout son sens Le artistique. synthé aussi, c'est de moi. Pour les gens qui se demandent. Hein. Acte 6, du coup, pour ce quiz. 5 qui est, une énumération et 2 qui suis-je, les gars. Faut en faire plusieurs par semaine, sinon on va jamais rattraper les gilets jaunes. C'est clair. Et ils vont peut-être s'essouffler, attends, tu sais pas. On peut y aller pour le premier qui est, Ben, Thomas. C'est quoi, c'est un cache-cache? On peut y aller. Ouais, c'est un cache-cache parce que j'ai plus le droit d'appeler ça un cache-cache, on Avermaet. appelle ça un qui est. Nicolas Roche. C'est Nicolas Roche. Bravo, mon cher Robin. 1-0 pour Robin, qui a été rapide, solide. Paul, il est en rodage. Robin, c'est la sulfateuse. Moi, je réfléchis sur qui ça peut être. Et tata et tout. Robin, il balance tous les blazes. Je suis Je vais Gilbert. pas perdre de temps. Non, c'est pas Bounen. Gilbert, c'est Bounen. Ah. Mais les liserets, putain. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai dit Gilbert aussi. Tom Bounen. Donc voilà, partout les gars. Faut prendre des coureurs sans liseré. Valverde. Au Dumoulin. Non, c'est Denis. pas le Valverde, Evans. c'est pas Dumoulin, Evans. c'est Rui Costa. pas Evans, c'est pas Rui Costa, Rogers. Ah, mais non, c'est contre la montre. Cancellara. c'est Cancellara. Non, putain, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. C'est Cancellara, Et 2-1 pour J'essayais de Robin. me rappeler de l'année, je voyais Melbourne derrière, je réfléchissais. 4e qui Van est Avermaet. Putain, mais t'es sérieux? Ou Denis. Bah ouais, Van Ouais. Avermaet, oui, cela étant maillot jaune de la BMC, c'est ou Juan Denis ou Greg Van Avermaet. Ouais. Solide. 3-1 pour Robin. Bala. Polo, là, va falloir Costa. que tu... Rui Oui, Costa, Rui putain, Costa. pourquoi il sort pas? Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ouais, c'est toi qu'on a Putain. parlé. Je me suis dit, il allait avoir une longueur d'avance sur celui-là. Justement, il me l'a mis alors. J'ai qu'une égo. Dès que je vois un maillot lampré, j'ai qu'une égo dans la tête. Donc 4-1 sur les Kies pour Robin qui prend un petit peu d'avance. Petite énumération. Allez. Top 10 des derniers championnats du monde. Et donc honneur du coup à toi, mon Polo. Alejandro Valverde. Romain Bardet. Deuxième. Michael Woods. Troisième. Qui a Tom terminé Dumoulin. quatrième? C'est Tom Dumoulin qui a terminé quatrième. Gianni Moscon. Cinquième. Moi les gars, si vous me le faites dans l'ordre, vous êtes des patrons. Non, j'aurais pas le 6e. Julien Lafilippe. Julien Alaphilippe. Thibaut Pinot.
Thibaut Eh, Pinot. ouais, 8-9. Et là, on n'est pas bien là. Il en reste donc 3. J'en ai un. Ah, il en a un, le mec qui met une pression. Il est génial. Aïe aïe aïe. Valgren. Putain. Valgren. Et là, c'est dur. Mais il en reste un. Il en reste 2. Putain, là, c'est compliqué. Hein. Il en manque 2. Et il reste quelle place? Il manque 6e et 10e. Le 6e. Le 6e et le 10e. Le 6e, je dois pouvoir le trouver. J'en ai plus là. Si tu trouves, t'as gagné. Hein. Ouais. Le délai là, Joseph. On a dit Dumoulin. Le 6e, le T'as bâtard. 10 secondes, Polo. C'est super long 10 secondes. Joachim Rodriguez. Non, je l'ai plus. Terminé. Ah. 10 secondes sont passées, mon Polo. Il y avait Roman Kreuziger Kreuziger, Ouais. jamais trouvé. qui finit C'est 6e. mon coureur préféré, Et- le coureur préféré de mon Et adolescence. décidément, il ne sortira jamais. Rui Costa. Le Rui Costa, il est en train de me mettre plomber mon quiz, ce bâtard. Donc Robin gagne l'énumération. Du coup, avec un Avec 5-1. avec un peu de Ça fait réussite. 5-1. C'est toujours compliqué ça de l'accepter, je trouve, la défaite sur l'énumération parce qu'en fait, vous en dites autant, Bah, moi, j'en ai dit Ouais. autant, c'est Là, ce que pour le j'allais coup, dire. oui. mais là, tu on est commences égalité. avant. Bah, ouais. Mais Donc tu t'avais un commences avantage. Donc tu as un petit avantage. J'ai dû aller chercher Valgren. Ouais, je l'avais, Valgan. Donc, ça, moi, je m'en fiche. 5-1, il reste Pour moi, 2 t'es pas qui les- suis-je. Il reste 2 qui suis-je. Le premier qui suis-je. Il vaut combien de points J'ai celui-là? aujourd'hui 33 7. ans, 1 point pour le moment. J'ai aujourd'hui 33 ans. Je suis encore aujourd'hui dans une équipe française. Et j'ai remporté ma première victoire. Il m'avait régalé sur le Tour de France 2009. C'était la 7e étape et ça arrivait à Andorre Arcalis. Brice Besseux, putain. Ah T'as 2-3. Si C'est sympa. dur aujourd'hui. Je la sens qu'elle va mal passer celle-là parce que. Mais après, ouais. Oh là là, celle-là elle va être très dure pour Polo. Celle-là elle va être très dure. Ah, putain. Et oui, il avait endossé Monsieur notamment Nul, le maillot à pois. Et j'allais dire qu'il y a un frère du même profil, pas du tout du même profil que Non, moi. mais maillot jaune l'année précédente Ouais, une exactement. journée. Romain Kreuziger. sur le Donc, chrono de Cholet. Dernier qui suis-je Ouais, Dernier il vaut qui 50 points celui-là. Bah du coup. J'ai envie d'offrir à Paul une chance de se parce que refaire. là, tu mènes je suis tellement 7-1. confiant. Tu mènes 7-1. Ouais, mais il est en forme. Hein. Il est très vif, en tout cas. Il faudra que je me réveille un peu, que je me mette une petite claquounette. Il est très vif. Je suis Il est vif italien. d'esprit. J'ai Réveillé. 39 ans. Il sort des noms de partout. Marco Verratti va venir. Tire à longo. C'est pas tiré à longo, j'ai 39 ans. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez la Lamprey. Balan. Oh putain, désolé Putain. Polo, il est trop chaud aujourd'hui. Putain, il l'avait dans la tête. En plus. Putain, bravo. Et j'ai signé à la BMC Ouais. en 2010. J'ai gagné le Tour des Flandres 2007 et je suis champion du monde 2008. Mais j'ai eu quelques problèmes avec Alvarez. le dopage qui fait qu'on a envie de te taper sur les doigts, mon petit Alessandro. Le podium avec Balan et Ekunego sur le podium des mondiaux. Avec voilà, il est champion du monde. Il avait la classe. Alessandro. On dira ce qu'on veut, il avait la classe. Oui. Ah oui, oui, Il bah oui. avait autre chose aussi. Il avait un peu de. Voilà. Il n'a Ouais, jamais bravo, été pris là, pour dopage par contre. Hein. Oui. Voilà. Il était tout le temps dans les affaires, il s'est fait écarter par Il la était tout le temps dans BMC, les mais voilà, non mais faut Ouais. dire, faut être clair et Mais en tout précis cas, sur, Conny, bravo, il sur les bravo, informations. bravo à Robin, c'était un quiz de champion. Ouais, Pour le coup. là Merci, aujourd'hui ça me j'avoue fait plaisir. t'étais intouchable, t'étais un peu Julian. J'avais révisé une semaine que je j'avais pas Il, digéré la défaite. il avait ses notes d'ailleurs. Voilà, tout était là. Le calendrier de la semaine, qu'est-ce qu'on va regarder cette semaine Ben, Thomas, vous pouvez y aller. Ah, Peu de courses, Paris moins 3. que la semaine dernière, mais il y a quand même la suite de Paris-Nice. Tirreno Adriatico, du coup, on en a parlé, qui va commencer. Et donc le grand Paris 3. Et on se demandera la semaine prochaine si Paris 3 peut être le 7e monument de notre calendrier. Non, puis Alors, après, j'espère que les organisateurs nous regardent pas, ils vont t'appeler Joseph. La promesse de l'aube. je sais après, Voilà pour. je vais tranquillement vers Milan-San Remo après. Sur... Exactement. Tranquillement, on va commencer à rentrer dans les monuments, mon Polo. Moins de 15 jours. Merci, Robin. Merci, mon Polo. Merci à toi, merci à vous. Et puis à la semaine prochaine, les amis. Ouais, merci Ciao, les gars. rouleurs. À Salut. bientôt.